J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous vous portez à merveille. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Enquêtes d'Algérie Part. Au fil de nos recherches, nous sommes tombés sur un document pour le moins surprenant. Il ne s'agit pas d'un papier récent, loin de là. Pourtant, ce document met en lumière une affaire d'une ampleur considérable. Un projet d'investissement colossal qui aurait pu voir le jour en Algérie et transformer profondément un domaine stratégique, celui de la sécurité. Et ce n'est pas un détail anodin, car derrière cette initiative se trouve un entrepreneur saoudien appartenant à l'une des familles les plus puissantes du royaume, un clan étroitement lié à la dynastie régnante. Si ce projet avait réellement abouti, il aurait très probablement attiré d'autres capitaux tout aussi importants, ouvrant la voie à des investissements générateurs d'emplois et de richesses pour notre pays. Voici justement ce document. Il remonte au 2 août 2013. Il s'agit d'une lettre officielle de soutien rédigée à cette date précise et signée par Khalid ibn al-Walid ibn Talal ibn Abdelaziz al-Saoud. Dans cette correspondance, il se présente comme le président de la société Raptor Global Services. Le nom de Khalid Walid ibn Talal ibn Abdelaziz al-Saoud n'est peut-être pas familier pour beaucoup d'Algériens. Mais il y a de fortes chances que son père, lui, soit nettement plus connu. Son père, c'est le fameux et célèbre Al-Walid ibn al-Saoud, qui est l'un des hommes d'affaires saoudiens les plus riches d'Arabie Saoudite, mais aussi l'un des plus riches du monde. Al-Walid ibn Talal al-Saoud est le propriétaire de nombreuses entreprises mondialement connues, notamment dans le monde arabe et musulman, comme par exemple le groupe MBC, le chef des chaînes de télévision MBC. Al-Saoud est âgé aujourd'hui de 70 ans. Il est membre de la famille royale saoudienne. Sa fortune est estimée par Bloomberg et par plusieurs sources concordantes à presque, voire au-delà de 20 milliards de dollars. Il fait partie des 100 personnes les plus riches du monde. D'ailleurs, il a toujours fait partie des 100 personnes les plus riches du monde. Il est né à Riyad. Il est le petit-fils du roi Ibn Saoud, fondateur de l'Arabie Saoudite, ainsi que de Riyad, qui est la femme syrienne du roi Ibn Saoud. Il est considéré comme l'un des membres les plus influents de la dynastie Saoud. Il est le fils du prince Talal ibn Abdelaziz al-Saoud et le petit-fils, comme je viens de le dire, du roi fondateur de l'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Sa sœur, sa mère plutôt, est connue comme étant la sœur de Lemia Al, qui a épousé Mouaï Abda au Maroc. Donc Walid est considéré comme le cousin direct de la famille royale marocaine. C'est un personnage assez excentrique et extravagant, puisqu'il s'agit de l'un des premiers hommes d'affaires arabes qui se sont fait connaître sur la scène internationale. D'abord grâce à ses études, grâce à sa formation en Occident, dans de grandes écoles internationales, notamment au Mello College en Grande-Bretagne. Il est devenu un grand entrepreneur, mais aussi un philanthrope. Il est connu pour ses dons et c'est un investisseur de premier plan. Il est actionnaire et il est devenu l'un des premiers actionnaires étrangers de la grande banque américaine Citigroup. Ensuite, il est devenu actionnaire de pas mal de grandes entreprises qui sont très très connues. Je vais vous donner une petite liste. Son groupe s'appelle Kingdom Holding Company. C'est un holding, c'est un groupe d'investissement.
c'est une holding d'investissement saoudienne. Il s'agit, selon plusieurs sources, de l'une, pour ne pas dire de la plus importante société privée saoudienne, et c'est d'ailleurs la deuxième société la plus importante en Arabie Saoudite en termes de chiffre d'affaires, juste après la compagnie pétrolière nationale Aramco. Kingdom Holding Company, sa capitalisation est de plus de 9 milliards 300 millions de dollars et elle a un chiffre d'affaires annuel compris entre 400 et 500 millions de dollars. Et elle est actionnaire, comme je vous le disais, de certains grands groupes internationaux. Par exemple, le groupe Rotana, c'est 100%. C'est une société arabe de divertissement détenue majoritairement par Kingdom Holding Company. C'est très connu. Le groupe Rotana regroupe pas mal de chaînes de télévision arabes très connues. Vous avez les réseaux sociaux Baidu en Chine, la société chinoise Tencent, Alibaba, le concurrent d'Amazon, c'est le concurrent chinois d'Amazon, Tencent Holding Limited, qui est une entreprise chinoise spécialisée dans les services Internet et mobiles, dans les jeux vidéo, dans la publicité en ligne. Il est actionnaire aussi du réseau X, anciennement Twitter. Il est actionnaire de plusieurs fonds d'investissement comme Five Capital Fund et il est aussi actionnaire de Euro Disney. Il détient 10% de Euro Disney. Euro Disney, c'est Disneyland Paris. Actionnaire depuis très longtemps de Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines. Mais cela, c'était une ancienne participation. Apparemment, il l'avait revendue par la suite. Il était actionnaire de Apple, l'un des premiers actionnaires de Apple. Il détenait pratiquement 5% de Apple. Il était actionnaire de Motorola, de Planet Hollywood, de Hewlett-Packard, de Ford, de Microsoft, d'Amazon. C'est un énorme investisseur qui s'est fait connaître depuis les années 80 et les années 90 dans des investissements immobiliers, dans des investissements financiers et même dans des investissements internationaux, dans les plus grosses multinationales du monde. Depuis 2017, il se fait très discret, puisqu'il avait été placé, il avait été détenu pendant quelques jours par l'actuel prince régnant de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui l'a obligé à payer de très fortes amendes, parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec l'actuel homme fort de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Et Mohammed Ben Salman a enclenché contre lui une cabale judiciaire qui l'a rappelé à l'ordre. Et depuis, Walid bin Talal se fait très discret. Son fils, le document que je vous ai montré, parle de son fils. C'est son fils qui le signe. Khalid Walid bin Talal, qui est l'un des fils de Walid. Il est né en 1978, il est né en Californie, aux États-Unis d'Amérique. Et il est le fils unique, pardonnez-moi, il n'est pas l'un des fils, il est le fils. C'est l'un des enfants, mais il est le fils unique du milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal. On l'appelle le Warren Buffett d'Arabie. Son père, comme je vous l'ai expliqué, il a beaucoup profité de la notoriété et de la réputation de son père, qui est l'un des hommes les plus riches du monde arabe. Son fils Khalid a été éduqué aux États-Unis d'Amérique. Il s'est lancé dans les affaires pour emboîter le pas à son père. Il a obtenu un diplôme en administration des affaires au niveau de l'université de New Haven dans le Connecticut. Il a, contrairement à beaucoup de membres de la famille royale saoudienne, il ne se contentait pas de gérer des rentes.
Khalid Talal a voulu se forger sa propre réputation de bâtisseur et d'investisseur. À partir de 2009, il se fait connaître parce qu'il a assisté à une conférence sur l'environnement. Il a changé radicalement son mode de vie. Il a décidé d'investir énormément dans tout ce qui concerne l'écologie et dans tout ce qui est en relation avec la santé. Il a un fonds, il dirige un groupe qui s'appelle KBW Venture et c'est une société de capital risque basée à Dubaï dont il est l'un des premiers investisseurs mondiaux. Il a beaucoup investi dans les technologies durables, dans ce que l'on appelle les viandes de culture, et il a créé une société. C'est la société dont nous allons vous parler aujourd'hui. Raptor Global Service. Le prince Khalid, c'est lui qui gère un portefeuille qui inclut cette société. C'est une société qui est spécialisée dans la sécurité et qui est, d'après nos informations, une filiale de KBW Investment. Raptor Global Service est le bras armé de la famille El Talal dans le domaine de la sécurité de haut niveau et de la défense. Son rôle était de faire des marchés avec les États, notamment dans les marchés des pays du Golfe, pour sécuriser des installations pétrolières, des installations énergétiques et gazières. C'est une société de sécurité, mais qui offre des prestations de très haut niveau pour des organismes très sensibles, notamment les organismes économiques et les organismes financiers. C'est la sécurité des banques, la sécurité notamment des sites pétroliers et des sites gaziers. Elle a même travaillé pour certains États dans les pays du Golfe, dans la région. C'est une société de sécurité privée qui est très discrète, mais qui est très connue et qui est très puissante. En 2013, dans ce document, comme vous le voyez, Raptor Global Service voulait s'installer en Algérie. Dans cette lettre, l'objectif est de confirmer le soutien du prince saoudien à l'entrée de sa société sur le marché de la sécurité en Algérie. Il précise dans cette lettre que cette démarche doit se faire en conformité avec les lois réglementaires d'exportation en vigueur. Il a promis, il s'est engagé à respecter les lois algériennes. Il a même proposé aux autorités algériennes d'offrir des garanties opérationnelles et techniques. Dans cette lettre, le prince saoudien met en avant la solidité de ses équipes pour rassurer les partenaires officiels. Il affirme que le personnel de l'entreprise possède les compétences nécessaires pour gérer des projets de l'envergure et de la portée de ceux qui lui ont été présentés, notamment, par exemple, la protection des sites, etc. Il offre aussi une expertise bancaire. Il dit que la société collabore déjà avec les 25 plus grandes banques internationales qui sont cotées en bourse, ce qui témoigne d'une surface financière et d'une crédibilité institutionnelle de premier plan pour cette société. Et Raptor Global Service, elle s'est même proposée d'aller très loin dans son investissement en Algérie, puisqu'elle propose de fournir des détails très précis, comme le montre ce document, sur les capacités financières de la société, si cela est demandé par les autorités
algérienne. Et il montre son soutien à un homme d'affaires algérien qui s'appelle Ebri Abdkader, qui est le président directeur général d'une société suisse appelée Swiss Invest and Trade SA, qui est une société basée à Genève. Et Abri Abdkader, en tant que partenaire, était le partenaire algérien de la société Raptor Global Service du prince saoudien. C'est lui l'intermédiaire et le partenaire algérien. En fait, c'est un apporteur d'affaires. C'est Ebri Abdkader, donc un homme d'affaires algérien, qui s'est proposé d'être l'intermédiaire entre le prince saoudien et les autorités algériennes pour faciliter leur implantation et leurs investissements en Algérie. Il a donc agi comme partenaire stratégique pour la facilitation de l'introduction de la société saoudienne sur le marché algérien. Abri Abdulkader, rappelez-vous, nous avons parlé de lui, de cet homme d'affaires algérien basé en Suisse, dans 2 émissions différentes. La première date du 12 février 2026, intitulée « De la Suisse à l'Algérie, les dessous d'un scandale explosif de chantage et de corruption ». Et quelques jours plus tard, vers la fin du mois de février, nous avons publié une 2e émission où nous avons retracé la grande histoire, malheureusement la grande histoire scandaleuse, dans laquelle Ebri Abdkader joue le rôle de personnage principal. Puisque je vous rappelle brièvement, pour ne pas s'attarder sur ce sujet, je vous invite à revoir les 2 dernières émissions. Abri Abdkader est un millionnaire qui est basé et qui vit en Suisse, qui a voulu investir en 2013 en Algérie, d'abord dans le domaine de l'immobilier. Il avait ramené des obligations d'une valeur de 500 millions de francs suisses, qu'il avait bloquées au niveau de la Banque nationale d'Algérie, afin de lui permettre de soulever des fonds, ou plutôt de lever des fonds, et de financer une nouvelle ville. Une nouvelle ville futuriste, une nouvelle ville connectée, high-tech, qui propose des prestations, des centres commerciaux, des bureaux pour les entreprises, des centres de loisirs, des centres pour le savoir et des centres de formation, des centres universitaires. Il s'agit d'une nouvelle ville. Je pense que vous allez voir les images là à l'écran, puisque nous en avons parlé assez longuement dans les 2 premiers épisodes que nous avons publiés précédemment dans les enquêtes d'Algérie Part. Et cet homme d'affaires a été victime d'un chantage et d'un racket incroyable et impressionnant, puisque son projet a été bloqué. On ne l'a jamais autorisé et ces fonds qui ont été ramenés de Suisse ont été gelés au niveau de la Banque nationale d'Algérie. On lui a demandé de payer un pot de vin ou une série de pots de vin d'un montant faramineux, chose qu'il refuse catégoriquement. Abdulkader se retrouve ensuite menacé, intimidé, harcelé par des poursuites judiciaires en Algérie. Il va faire l'objet d'un mandat international lancé par la justice algérienne, mais qui va être invalidé et refusé par la justice suisse, dans le pays dans lequel il habite, dans lequel il est établi. Mais les autorités algériennes maintiennent les charges. Elles l'accusent dans des dossiers visiblement préfabriqués ou basés sur des informations infondées et sur une pure cabale judiciaire qui vise à se venger contre cet homme d'affaires qui ne veut pas payer des pots de vin. Du moins, c'est la version qui nous a été communiquée par les proches et par monsieur Abdkader
Abri. L'affaire est restée en suspens même après la chute du régime de Bouteflika, puisque malgré l'avènement du régime Tebboune, Abdelkader n'a toujours pas pu régler ses déboires judiciaires. Et une autre mafia remplace une mafia, une autre la remplace, puisque des proches du régime Tebboune ont décidé de prendre contact avec lui et de le racketter. Et avant de vous parler de cela, retour sur le projet de Raptor Global Service. Et à la fin de l'émission, nous allons vous réserver une surprise, puisque nous allons vous faire écouter des vocaux, on va vous faire écouter des vocaux dans lesquels des intermédiaires qui ont été dépêchés par OCLB demandent des interventions auprès d'Abdadir Habari pour négocier avec lui directement la remise ou le versement de certains pots de vin en contrepartie de sa libération, en contrepartie de sa réhabilitation et de la paix que le régime pourrait lui offrir. Puisque le régime était prêt à abandonner le mandat international et à lui offrir la paix, entre guillemets, et à le laisser en paix, le laisser travailler et à débloquer son projet en Algérie. Mais en 2013, en parallèle de ce projet immobilier, Abdelkader Habri avait ramené en Algérie le fameux prince Khalid Abdelwalid Ibn Talal Al Saoud, qui était prêt à investir en Algérie. D'abord dans le domaine de la sécurité. Par la suite, il aurait pu investir dans d'autres domaines. Ce n'est quand même pas n'importe qui. C'est un grand investisseur dans les technologies durables et dans le capital risque avec sa société KBW. Son père, on en a parlé, c'est une pointure internationale dans le domaine des affaires. À l'époque, l'Algérie, en 2013, au début de l'année 2013, avait connu l'attaque meurtrière et terrifiante de Tiglantourine, qui s'était soldée par un scandale international et qui avait vraiment nui considérablement à l'image du pays. Donc la venue de Khalid Abdelwalid Ibn Talal en Algérie aurait pu insuffler une dynamique. Elle aurait pu ramener aussi dans son sillage d'autres investisseurs internationaux qui auraient pu s'implanter en Algérie pour créer des emplois, créer de la richesse et offrir surtout de l'expertise, sans compter le soft power. Quand une entreprise liée à une famille aussi puissante, aussi riche que la famille royale saoudienne s'installe dans un pays comme l'Algérie, il y a le rayonnement de l'Algérie. Il y a le soft power. Cela peut intéresser d'autres investisseurs internationaux puisque ce genre d'investisseurs ont toujours des carnets d'adresses très élargis et bien copieux. Ils ont des contacts et leurs partenaires ou leurs clients peuvent aussi s'intéresser au marché algérien. Malheureusement, Raptor Global Service a tenté de saisir une opportunité pour proposer des investissements en Algérie de haute technologie. Elle est connue, selon nos investigations, comme étant une société qui travaille beaucoup avec les nouvelles technologies de communication, avec l'intelligence artificielle, etc., et dans la cybersécurité et la cyberguerre. Ce n'est pas une société de sécurité privée traditionnelle qui se contente de ramener des gardes du corps ou des hommes armés avec des kalachnikovs, des pistolets ou des mitrailleuses pour surveiller ou pour faire du gardiennage. C'est une société connue pour utiliser des technologies novatrices en matière de sécurité afin de garantir la protection de certains sites sensibles. Ce projet n'a pas pu avoir lieu, comme je vous l'ai dit, parce que l'apporteur de ce projet, ou le partenaire algérien de ce projet,
qui est l'homme d'affaires Abdelkader Abri, a été victime de chantage et de racket. Bloqué d'abord par le régime Bouteflika. Ensuite, il a été rebloqué une nouvelle fois par le régime de Tebboune. Et je pense que là, je vais vous laisser écouter ces vocaux. Et ensuite, vous allez tout comprendre pour la suite et pour régler la situation. Pour régler la situation, il faut que la personne vous rencontre. Voilà, vous me dites ce que vous voulez que je fasse, ce que je transmets. Si vous voulez rencontrer la personne elle-même, si cela vous voulez. Si vous ne voulez pas, désolé de vous avoir fait perdre un peu de temps. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Par ailleurs, actuellement, je suis venu passer les fêtes avec mes enfants, les filles. Voilà, si vous êtes dans le coin, si vous voulez prendre un café, avec grand plaisir. Voilà, en dehors de cela, bien sûr. Très bonne journée et encore une bonne et heureuse année à votre disposition. Alors, la fonction de la personne qui voudrait vous voir, c'est un général. Mais il faut que cela reste vraiment ultra confidentiel. Ce sont des gens qui sont importants, donc personne ne doit le savoir. C'est ton intérêt, notre intérêt, l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc, tu me fais un retour sur le fait que vous ne pouvez pas venir et on va organiser un rendez-vous ici, à Paris. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce que vous venez d'écouter, ce sont des vocaux qui retracent des échanges téléphoniques et des prises de contact initiées par des intermédiaires dépêchés par de hauts responsables du régime actuel, du régime Tebboune. Cela ne se passe pas à l'époque de Bouteflika. Cela s'est passé entre 2024 et 2025. Ce sont des vocaux que nous avons pu récupérer. Vous avez bien remarqué que nous avons caché la voix. Nous avons caché la voix, non pas par peur de représailles, mais par souci d'objectivité et de respect de la vie privée, ainsi que de respect de l'intégrité morale des personnes qui ont parlé dans ces vocaux. Nous n'avons pas encore eu le temps nécessaire de les approcher et de leur parler. Et nous n'avons pas encore pu récupérer toutes leurs coordonnées pour les appeler et les interroger, leur donner le droit à la parole et écouter leur version des faits concernant leur implication dans ce qui s'apparente à des tractations et à des négociations dans le cadre d'un chantage et d'un racket dont M. Abdelkader Abri est grandement victime. Abdelkader Abri, donc, il est bloqué, il ne peut pas rentrer en Algérie, il est bloqué en Suisse. Son argent est toujours gelé en Algérie. Dans ce cadre, ses fonds sont toujours gelés par la Banque nationale d'Algérie et le mandat d'arrêt international, même s'il a été refusé par les autorités judiciaires suisses, est toujours maintenu par les autorités algériennes. Les condamnations. Il fait l'objet de condamnations et de verdicts qui ont été lancés à son encontre, qui ont été prononcés à son encontre par les autorités algériennes. Et il ne peut absolument rien faire en Algérie, ni rien entreprendre pour régler sa situation, pour surmonter tous ces obstacles. La tactique habituelle des dirigeants du régime algérien. Une tactique habituelle et machiavélique consiste à dépêcher des intermédiaires qui vont entrer en contact avec les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires incriminés dans des affaires judiciaires en Algérie, souvent sur des bases infondées et souvent sur la base de dossiers préfabriqués. Et on demande à ces hommes d'affaires de verser des pots de vin, de verser de l'argent qui sera offert ou des pots de vin qui parviendront aux familles
ou aux responsables directement du régime, qui par la suite pourront décider d'invalider les procédures judiciaires, d'annuler les mandats d'arrêt et de blanchir la personne traquée ou ciblée par l'appareil judiciaire du pays. Les intermédiaires dont vous avez entendu la voix ont été dépêchés par 3 ou 4 hauts responsables du régime Tebboune que nous allons identifier et sur lesquels nous sommes en train d'enquêter. Ils ont demandé à Abdelkader Abri de verser des sommes mirifiques. D'abord, ils ont expliqué comment se passe le processus. En réalité, cela commence par une prise de contact, des rencontres. La personne, victime de chantage et de racket, est séduite. Elle est rassurée. Elle est charmée. Elle est mise à l'aise. On essaie de lui procurer un sentiment de sécurité. Elle est mise à l'aise. Ensuite, il y a des négociations sur le montant. On lui dit, voilà, il y a un haut responsable, comme vous avez entendu dans le vocal. Il y a un général-major qui vient vous parler. Souvent, c'est un officiel. L'intermédiaire parle en son nom. Ensuite, au cours du 3e ou du 4e rendez-vous, l'intermédiaire procède à une mise en contact. Il met en contact la victime, la personne ciblée par le chantage et le racket, avec un officiel qui est généralement un militaire, qui est généralement un membre des services secrets, par exemple, surtout. Et cet officiel traite directement avec l'homme d'affaires. L'homme d'affaires doit comprendre qu'il doit verser de l'argent. L'officiel ne communique aucun chiffre, ne laisse aucune trace, aucune preuve. Il parle uniquement du volet juridique, de ce qui est nécessaire d'entreprendre pour la réhabilitation, pour la régularisation, pour la réhabilitation des droits civiques et publics et pour la régularisation des dossiers judiciaires. Et pour blanchir, on va dire, le blanchiment. Ce n'est pas un blanchiment d'argent. Ce n'est pas un blanchiment d'argent, mais un blanchiment juridique. Pour le blanchiment juridique et civique de la personne qui est en fuite à l'étranger et qui est ciblée et qui est arbitrairement et injustement condamnée en Algérie. Ensuite, à la fin du processus, c'est l'intermédiaire qui entre en jeu pour demander, pour formuler l'offre financière, pour négocier le pot de vin ou le montant du pot de vin qui est exigé à la personne. Et sans le versement de ce pot de vin, ou sans la remise de ces enveloppes, de cette commission ou de cette rétrocommission, le processus de blanchiment ou de réhabilitation est stoppé. Il ne part pas, il ne va pas jusqu'au bout. Et l'homme d'affaires est tenu dans une situation inconfortable. Il doit payer pour retrouver ses droits, pour retrouver ses fonds bloqués, pour pouvoir lancer ses projets en Algérie, pour pouvoir revenir en Algérie sans craindre un emprisonnement ou une arrestation musclée ou une condamnation arbitraire à une très longue peine de prison ferme. C'est comme cela que cela se passe. Et c'est ce qui s'est passé avec Abdelkader Abri. Nous avons d'autres vocaux, nous avons d'autres documents. Et si cette histoire, si ce scandale n'avait pas éclaté, et si cet homme d'affaires algérien n'avait pas été empêché de réaliser ses projets, on aurait pu avoir un investissement saoudien ambitieux,
d'abord dans le domaine de la sécurité et pourquoi pas après dans d'autres domaines, notamment dans les finances et dans les valeurs technologiques. Mais la voracité des dirigeants algériens, leur cupidité, détruit l'intérêt général du pays. Abdkadir Abri n'est peut-être pas un ange. Et certainement, peut-être qu'il traîne des casseroles lui aussi. Peut-être qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. Peut-être qu'il est impliqué lui aussi dans des affaires un peu louches. Mais il n'en demeure pas moins que personne n'a le droit de faire du chantage ou de racketter un entrepreneur ou un investisseur. Il y a la loi, il y a les tribunaux, il y a les procédures juridiques et judiciaires légales. Et si le régime algérien n'avait rien à se reprocher, les dirigeants algériens n'auraient pas envoyé ou dépêché ces intermédiaires pour tenter de négocier encore une fois des commissions et des rétrocommissions. Parce que l'intermédiaire va empocher une somme, et le reste des sommes constitutives du pot de vin va être distribué sur plusieurs maillons de la chaîne. Il y a toute une chaîne, plusieurs maillons. Chacun va toucher. Les juges vont toucher. Le ministre va toucher sa part. Le conseiller à la présidence va toucher sa part. C'est tout un circuit financier illicite qui est mis en place pour changer radicalement et arbitrairement une décision de justice ou une décision de justice qui était en soi elle-même arbitraire et hautement politique. C'est malheureusement la grande et fameuse corruption qui ravage notre pays, qui empêche son développement. Et c'est pour cela que nous avons tenu à la dénoncer, parce qu'il est question de l'intérêt général de notre pays. Il ne s'agit pas de défendre un monsieur ou un individu. Il s'agit de dénoncer une pratique qui empêche des investissements, qui empêche la création de richesses, qui empêche la création d'emplois, de plusieurs emplois, et de très nombreux emplois même, et qui empêche la croissance économique dans notre pays, et le développement économique de notre pays. Et sans développement, on ne peut pas garantir la sécurité et la stabilité de notre pays. Ce sont des pratiques condamnables et immorales. Et dans les enquêtes d'Algérie-Part, on vous promet d'enquêter jusqu'au bout, quelle que soit la nature ou l'identité de ces hauts responsables, ces dirigeants qui sont impliqués dans ce genre de pratiques scandaleuses. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode des enquêtes d'Algérie-Part.